Donc, je passe la parole aussi à Worldline, Nicolas Kozakiewicz, donc, qui est co-animateur du GT Crypto. Nicolas, tu es avec nous? Absolument, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc Nicolas, il va nous parler maintenant pour approfondir le sujet de qu'est-ce que ça veut dire l'acceptation des crypto-paiements. À toi la parole, Nicolas. Merci. Exactement, merci. Donc, simplement pour être sûr qu'on soit bien d'accord sur un certain nombre de choses et sur les mots, je voulais reprendre un petit peu sur ce qui avait été présenté par Hubert pour bien faire comprendre que l'acceptation, c'est l'acceptation de quelque chose, c'est-à-dire de ce qu'il y a derrière. Et donc, si on regarde justement très rapidement, pour poser quelques mots qui sont importants, si on regarde par exemple la monnaie fiat, c'est quelque chose que l'on a. Ce qu'on ne dépense pas, eh ben, c'est ce qu'on garde. Alors, on a inventé les banques pour garder l'argent, bon, ça, c'est historique, mais là-dedans, ce qui est intéressant, c'est voir qu'il y a deux choses. Il y a l'asset, donc la contrepartie, ce qui a vraiment une valeur, et puis ce qu'on appelle un moyen de paiement. Ici, dans le cas de la monnaie fiat, le billet de banque est un moyen de paiement, mais c'est un moyen de paiement qui représente quelque chose, qui représente la valeur qui est dans les coffres de la banque centrale. Ça peut être de l'or, ça peut être de la capacité de production, c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, le moyen de paiement est là pour transférer un asset. Quand on parle ensuite de paiement moderne, que ce soit le chèque, la carte ou des choses comme ça, ben en fait, c'est un petit peu pareil. Il y a un asset, qui est ce qu'on a à la banque, et un moyen de paiement qui est un moyen de transférer cet asset. Le moyen de paiement, c'est la carte, le chèque. Mais attention, chaque banque a son asset, parce que chaque banque émet de l'argent, et elle émet de l'argent, alors c'est de la dette, mais c'est différent. Donc là, rien que pour dire que dans ce qu'on paye tous les jours, on a l'impression de transférer qu'un seul asset par des moyens différents, ben en fait, non, non, on transmet des assets différents par des moyens de paiement différents. On parlait des MDBC, l'euro numérique. Le euro numérique qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est encore un autre moyen de paiement sur un asset. Donc là, on a 4 moyens de paiement sur 3 assets différents. Et donc la question, c'est, et les cryptos là-dedans? Les cryptos, en fait, sont sur exactement le même modèle. Et moi, j'ai beaucoup aimé la remarque de Hubert qui disait, en fait, des fois, on a l'impression que la nouvelle finance, en fait, elle ressemble beaucoup à l'ancienne finance dans sa structure. C'est tout à fait vrai. Et là, si on regarde par exemple les crypto-monnaies, c'est pareil. Les crypto-monnaies, il y a l'asset et le moyen de paiement. Le moyen de paiement, c'est la transaction qui passe par le wallet. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très semblables. Une autre chose aussi qui est très intéressante, c'est Hubert mentionnait par exemple le cas du cross-border. Et en fait, le cross-border, en fait, il est absolument partout. Si on regarde l'Europe, on a principalement des pays en euros, mais on n'a pas que l'euro. On a le franc suisse, on a la livre, on a le zloty en Pologne, on a plein de monnaies différentes. Et si on dit aux gens, vous échangez des euros contre des livres, les gens comprennent bien. Ils échangent des assets différents. Donc là, il y a un foreign exchange ici, c'est clair. Donc ils comprennent que c'est complexe, que c'est cher et que c'est lent. Par contre, ce que les gens perdent de vue, c'est que quand on est en France, que je fais un paiement d'un compte, par exemple de la Société Générale vers la BNP, eh ben c'est pareil. L'asset de la Société Générale n'est pas le même que l'asset de la BNP. L'asset de la Société Générale, c'est une dette sur la Société Générale. L'asset de la BNP, c'est une dette sur la BNP. Donc même si je fais un paiement qui me paraît un paiement local de la même monnaie, non, c'est quand même un foreign exchange parce qu'il y a quand même de la complexité du coût et de la lenteur. Donc c'est pour ça que typiquement, les monnaies digitales de banque centrale, elles proposent d'avoir un seul asset, donc d'élimiter cette complexité. Les crypto-monnaies, c'est pareil, c'est le même asset. Quand je paye un bitcoin, que j'aille d'un pays d'un autre ou d'un même pays à un autre, c'est le même asset. Donc le même asset simplifie, rend moins cher et en temps réel. Et c'est là, Hubert le disait, que la force des crypto, enfin des paiements digitaux et des stablecoins, c'est de pouvoir permettre d'avoir ça simple, pas cher et temps réel. C'est parce que c'est le sous-jacent d'avoir le même asset. Alors, si on regarde rapidement, parce qu'on va parler de crypto-monnaie, c'est quoi une monnaie? Une monnaie et un moyen de paiement, c'est quoi? C'est une contrepartie d'une vente ou d'un échange. C'est ça. Et donc, techniquement, il y a 3 fonctions, vous le savez tous, pour la monnaie. C'est l'unité de count, la capacité d'être un moyen de paiement et aussi la capacité de garder de la valeur. Une question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est quand on parle d'autres moyens de paiement, est-ce qu'ils répondent bien à ces 3 choses-là? Si on regarde, j'aime bien montrer cet exemple-là, mais là, si on regarde par exemple sur ce dollar qui est un petit peu ancien, ici c'est clairement écrit que ce dollar garantit qu'au Trésor américain, il y a de l'or ou de l'argent qui est dans les comptes. Donc c'est bien un moyen de paiement pour transférer un asset qui n'est pas sur nous. Alors, si on regarde
ce qui était sous-jacent et ce que Hubert disait aussi à propos de la blockchain, pourquoi est-ce que la blockchain est venue se mettre dans cet environnement-là? Ben, en fait, parce que tout ça, c'est une question de réseau et d'infrastructure. Si on regarde bien au début, les Templiers, c'est quoi? C'était un moyen de ne pas se promener avec son argent, parce qu'il y avait un réseau de Templiers dans le monde entier. Et donc, quand on donnait de l'argent à un Templier, ben, on pouvait reprendre de l'argent chez un autre Templier. Donc là, on voit bien que la notion de réseau dans le paiement mondial est très importante. D'ailleurs, les banques sont elles-mêmes en réseau, même système. Les schemes sont des réseaux. Encore une fois, l'importance du réseau. Et même les opérateurs ont un réseau. Et ils ont vite compris, les opérateurs, que eux-mêmes étant forts de ce réseau, bah, ils pouvaient faire des choses comme, par exemple, le mobile money, où je vais utiliser mon réseau, c'est-à-dire ma connexion, mon maillage avec les gens, pour permettre d'un transfert d'un asset qui est ailleurs. Quand je paye en Orange Money, j'ai pris le cas d'Orange Money, mais n'importe quel mobile money, l'argent est dans un compte séquestre d'une banque, et eux, ils ne vont gérer la transaction qu'au niveau du réseau. Donc il y a un lien très fort entre cette notion de réseau et cette capacité qu'on a à faire du transfert d'assets. Et l'asset peut être géré totalement toujours par les banques. C'est pour ça qu'on a vu tous ces moyens de paiement évoluer partout. Alors, quand on parle de nouveaux moyens de paiement, il faut comparer par rapport aux moyens de paiement existants. Donc aujourd'hui, on a principalement deux moyens de paiement, nous, en tant qu'utilisateurs. On a le cash, qui est un moyen qui passe de ma main à la main du marchand, ou alors le chèque, le count-to-account ou les schemes, qui en fait sont le même. On ne va pas se mentir, ça part d'une banque, ça va à une autre banque, ça ne passe pas tout à fait par les mêmes, pas que par les mêmes rails, mais en tout cas, ça passe toujours par certains mêmes rails, le settlement interbancaire, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont très, très proches. Quand on parle de wallet, le wallet n'est que une couche supplémentaire. Le wallet, c'est une surcouche, soit du paiement carte, soit du paiement account-to-account. Mais encore une fois, tout ça, ça n'a pas tant évolué que ça. Ça reste un petit peu toujours la même chose. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vu arriver les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, par contre, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qu'il faut, c'est arriver à les séparer en deux choses différentes. C'est ce qu'on appelle les paiements prépayés et les paiements post-payés. À savoir que le cash ou les crypto-monnaies, pour payer avec, il faut que je les ai sur moi. Il faut que je sois allé les acheter avant. Donc, c'est du prépayé. Tandis que tout ce qui se passe autour d'un chèque, d'un account-to-account ou d'un paiement scheme, c'est ce qu'on appelle un post-paiement. C'est-à-dire qu'en fait, je donne une autorisation à une banque d'aller causer à une autre banque pour pouvoir faire un settlement plus tard. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. On entend aussi beaucoup parler sur l'acceptation, sur les sujets de si on est basé sur des tokens ou si on est basé sur un compte ou sur une balance, sur un montant. Ça aussi, c'est des choses qui sont très fortement liées à nos moyens de paiement existants. Typiquement, le cash, on est basé sur un token, le billet est un token, et quand on fait du carte, du chèque ou des choses comme ça, on est basé sur un compte. Et en fait, la différence entre l'un et l'autre, c'est simplement ce qu'on authentifie. Quand j'authentifie un paiement cash, j'authentifie le billet. Je vais regarder comment il est, la pièce, je vais la mordre. Donc c'est bien token-based, c'est bien basé sur l'objet. C'est l'objet que je cherche à identifier. Par contre, quand je suis dans un paiement basé sur un compte ou un montant, là, c'est le porteur que je cherche à reconnaître. Donc par exemple, je vais vérifier le chèque, la signature sur le chèque, je vais vérifier le PIN sur la carte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux aspects, on retrouve exactement le même split entre le prépaiement et le post-paiement. Le prépaiement, c'est celui qui est basé sur le token, sur l'objet physique, pas sur l'objet unique, et l'autre, c'est sur le propriétaire du compte. Alors, comme j'ai souligné l'importance du réseau, en fait, le réseau, il appartient à qui aujourd'hui? Le réseau, c'est le réseau informatique. Le réseau informatique, il n'est pas public, il est entièrement privé parce qu'il appartient, grosso modo, aux GAFA et aux telcos. Et étonnamment, dans les 10 dernières années, on a vu tous ces gens-là s'investir sur le monde du paiement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, étant propriétaires et opérateurs de cette infrastructure, ça leur donnait un avantage considérable pour pouvoir créer un moyen de paiement. Enfin, un moyen de paiement, différents moyens de paiement. C'est ce qu'on va regarder un peu plus en détail. Il y a principalement deux types qui sont très liés. C'est ce qu'on va appeler un système trois coins, c'est-à-dire que le payeur et le payé sont clients, sont utilisateurs du service. En gros, il y a une entité qui est maîtresse et qui est centralisée, c'est par elle que tout passe. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du funding, c'est-à-dire qu'on va faire du dépôt. Ensuite, on va pouvoir faire des paiements. Et les personnes, si elles veulent récupérer leurs biens, leurs assets,
eh ben, elles vont faire du defunding. Ce qui est important de savoir, c'est que ici, comme on est dans un système qui est fermé, un système centralisé, le cash en est une, les choses comme American Express en sont une autre, on a un paiement instantané. Et je reviens à ce que disait Hubert sur l'importance de ce côté, de cette instantanéité et de ce côté peu cher. Là, c'est typiquement les cas comme certains stablecoins, comme par exemple, enfin, les stablecoins comme PayPal ou comme Dien. Juste un petit rappel pour le temps, Nicolas, mais merci beaucoup. Oui, absolument. Donc, ça, c'est les GAFA parce qu'ils sont propriétaires du réseau, mais on se rend compte aussi qu'on a exactement le même système par un single ruling body sur tous les autres moyens de paiement, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies, tous les autres stablecoins et même sur certaines, monnaies numériques. Parce que là, en fait, on va simplement déployer une application sur le réseau et on va pouvoir faire cela. Mais ce qui est important encore de savoir, c'est qu'on est dans un système où le settlement est instantané. Pour finir, le dernier cas, c'est le cas qu'on va appeler un cas 4 coins, c'est-à-dire pour tous les moyens de paiement où je vais me baser soit sur le réseau existant Visa, soit sur le réseau existant account to account. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je fais un paiement par Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, PayPal, avec une carte par-dessus ou ce que je veux, en fait, je vais passer par un virement, enfin par un paiement bancaire classique. C'est-à-dire que là, je rajoute, et je reviens sur ce que disait Hubert, quand il disait qu'en fait, quand on a l'impression de ne plus avoir d'intermédiaire, c'est qu'on crée un autre intermédiaire. Je suis entièrement d'accord. Là, on avait des intermédiaires. Ben là, on crée un nouvel intermédiaire qui est le GAFA. Quand je paye un Apple Pay, j'ai un intermédiaire supplémentaire qui s'appelle Apple. Mais in fine, ce qui va se passer, ça va être un paiement différé, account to account, entre le compte bancaire du payeur et le compte bancaire du payé. Et quels que soient les autres moyens de paiement qu'on voit, par exemple tous les autres wallets, que ce soit Paylib, Wero, Bizum, Blick, etc., c'est exactement le même système, c'est-à-dire que le paiement est une surcouche qui va ensuite être exploitée par les moyens de paiement classiques. Donc, pour finir, il faut bien comprendre qu'on a une technologie qui est arrivée, exploite cette notion d'infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est ce qu'il y a de clé. L'infrastructure Internet est disponible, très facile d'accès. Et donc, on a créé une couche par-dessus, qu'on a appelée la blockchain, qui permet à un petit peu tout un chacun de pouvoir l'utiliser pour créer un système de paiement. Et beaucoup d'autres choses. Mais là, quand on parle de système de paiement, c'est un système de paiement. Donc vraiment, la force de ça, c'est cette capacité de créer très facilement des transactions entre des personnes. Et je passe la main à Michel. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation pédagogique qui était essentielle parce qu'à un moment, on parlait de crypto-paiement, on va voir qu'il y a eu des commentaires, c'est quoi, ça n'existe pas. Très bien, maintenant au moins on a une vision que c'est un usage d'un réseau pour remplacer ou pour donner un nouveau moyen de paiement. Et comme aussi l'a dit Hubert, c'est un sujet de réintermédiation, re-intermédiation. Voilà, mais tant mieux parce que peut-être que le marché il a besoin de ça. Donc,